La chaleur du matin plane sur Ouagadougou comme un couvercle avant la tempête, ce silence étrange qui annonce qu'un pays s'apprête à tourner brutalement une page de son histoire, pendant que les écrans de Wall Street s'affolent sur l'inflation et que les bulletins Burkina Faso News parlent à peine de ce qui couve sous la terre. Au même moment, dans un champ de sol noir et lourd, un paysan arrache une igname grosse comme son avant-bras et murmure que cette année, ce qu'il cultive voyagera plus loin que lui. De l'autre côté de l'Atlantique, des analystes débattent de taux encore, mais presque aucun ne prononce les mots Ibrahim Traoré, Burkina Faso, ni ne voit que quelque chose change dans le Sahel. Car ici, un président comprend qu'un tubercule oublié peut devenir une arme douce, qu'un aliment méprisé peut transformer un pays enclavé en acteur stratégique. Ce n'est pas qu'une histoire d'igname, c'est une histoire de pouvoir. Et si derrière ce simple tubercule se cachait la première pièce d'une partie que l'Occident n'a pas vu venir, une partie qu'un jour, dans une Ibrahim Traoré interview, il racontera comme le vrai début d'un nouvel équilibre. Pour comprendre pourquoi cette histoire mérite qu'on tende l'oreille, il suffit d'observer les répercussions invisibles qui se propagent déjà à travers les familles, les marchés et les capitales étrangères. Car ce qui commence comme une hausse de 44% des exportations d'igname n'est pas un simple ajustement agricole, c'est un déplacement silencieux du centre de gravité économique du Sahel, un signal envoyé aux diasporas d'Atlanta, de Houston ou de Paris. Un rappel que le Burkina Faso n'est plus spectateur mais acteur. L'industriel américain s'inquiète, le consommateur européen paie plus cher, mais dans les villages du sud burkinabé, les jeunes qui rêvaient de partir commencent à se demander s'ils n'ont pas enfin une raison de rester. Et c'est là que se cache le micro-hook. Personne, ni à Washington ni à Bruxelles, n'a encore compris que cette stratégie n'a jamais été pensée pour plaire à l'Occident, mais pour reconnecter un peuple avec ceux qui, à des milliers de kilomètres, recherchent le goût de la terre qu'ils ont quittée. Mais Vissao, cet igname devient un levier géopolitique. Pourquoi les bulletins Burkina Faso News répètent le nom d'Ibrahim Traoré? Pourquoi cette stratégie dérange plus qu'elle ne rassure? Il faut revenir en arrière, regarder le contexte qui a comprimé le pays jusqu'au point de rupture. Et c'est précisément là que l'histoire change de ton. Le contexte qui précède l'ascension de cette stratégie n'est pas un décor secondaire, mais une chambre de compression où chaque pression politique, économique et sécuritaire a façonné la décision actuelle. Pendant des années, le Burkina Faso a vécu sous l'ombre d'un tratucu, politiquement un pays surveillé, décrit par les chancelleries occidentales comme fragile, assigné à un rôle périphérique. Économiquement, une nation enclavée dépendante de corridors extérieurs, soumise aux prix imposés, aux chaînes d'approvisionnement imprévisibles, à des circuits où d'autres décidaient de la valeur de ce qu'elle produisait. Militairement, enfin, un Sahel secoué par des menaces transfrontalières, où chaque avancée sécuritaire semblait immédiatement compensée par un recul ailleurs. Dans ce contexte, les chiffres paraissaient implacables. 18% de hausse du prix des ignames dans les grandes villes américaines en 2 ans. 30% de réduction des pertes post-récolte grâce aux nouveaux corridors routiers. Des diasporas prêtes à payer jusqu'à 40% plus cher pour un produit provenant directement de leur terre d'origine. Mais plus révélatrices encore étaient les scènes quotidiennes. Des acheteurs maliens et nigériens arrivant avant l'aube à Ouagadougou, des jeunes renonçant à migrer, des villages reconstruisant des hangars de stockage qu'ils avaient abandonnés. Ce n'était plus un marché, c'était un regain de confiance. L'ancien ordre voyait l'Afrique comme une source brute, jamais comme une puissance capable d'organiser ses propres flux. Et pourtant, derrière ces chiffres et ces routes neuves, une conclusion s'imposait. L'Afrique s'ajuste plus vite que ceux qui prétendent la gérer. Et puis, au moment où personne ne s'y attendait, ils ont cherché une figure capable de renverser les règles. Et roi, Otim Jen Traoré.
Lorsqu'Ibrahim Traoré se retrouve face au carrefour qui décidera de l'avenir économique va symbolique du Burkina Faso, deux voies se dessinent devant lui, aussi nettes que deux lignes de fracture. La première est celle que les partenaires occidentaux présentent comme raisonnable. Rester un fournisseur secondaire, accepter les règles écrites ailleurs, laisser les corridors commerciaux, les certificats et les normes déterminer ce que vaut réellement ce qui pousse dans la terre burkinabé. Dans ce scénario, le pays continue d'exporter à bas prix, de dépendre des intermédiaires non africains et d'observer à distance les débats de politique monétaire qui fixent indirectement le prix de son propre travail. La seconde voie est plus rude, plus incertaine, mais infiniment plus cohérente voit le discours de souveraineté qu'il porte depuis son arrivée au pouvoir, assumer de rompre avec certaines dépendances, bâtir des corridors alimentaires de souveraineté, investir dans des routes, des hubs logistiques, des laboratoires, coordonner ses frontières avec le Mali et le Niger et déclarer que l'igname ne sera plus un produit de niche, mais un pilier d'influence. Entre prudence confortable et autonomie risquée, Traoré doit choisir. Ses conseillers lui rappellent les sanctions possibles, les pressions diplomatiques, les rapports alarmistes qui circulent déjà dans certaines capitales. Mais d'autres documents, plus discrets, lui montrent l'inverse. Une diaspora prête à se réorienter vers des circuits d'origine, des importateurs reconnaissant la fiabilité nouvelle des cargaisons en provenance du Sahel, des chiffres qui prouvent que chaque pourcentage de valeur récupéré à l'export peut être réinvesti dans les villages. Dans certains bulletins Burkina Faso News, on commence à parler de paris agricole. Dans une future Ibrahim Traoré interview, ce moment sera présenté comme l'instant où un pays enclavé a décidé de ne plus l'être dans sa tête. Puis vient le micro-hook, un mémo analytique venu de New York signale que les chaînes d'approvisionnement actuelles pour les ignames destinées aux communautés africaines et caribéennes sont fragilisées, sous tension, et qu'un acteur fiable pourrait, en quelques années, redessiner toute la carte. C'est là que l'alternative abstraite devient proposition concrète. Soit le Burkina Faso laisse passer cette fenêtre, soit il accepte de devenir l'un des architectes d'un Sahel Export Belt, centré sur ses propres intérêts. Et devant cette fenêtre étroite mais historique, Traoré comprend qu'en réalité, ce ne sont pas deux routes qui s'offrent à lui, mais deux définitions de ce que son pays veut être dans les 10 prochaines années. Dans le silence de son bureau, le président sait déjà qu'en choisissant cette seconde route, le nom Ibrahim Traoré Burkina Faso sera associé à une rupture irréversible dans les cartes du commerce mondial. Lorsque Traoré enclenche la première étape de son plan, rien ne ressemble encore à une révolution. Il commence par un acte presque administratif, la création de petits hubs de consolidation ruraux, équipés de registres numériques permettant aux producteurs d'enregistrer chaque livraison sans passer par les intermédiaires qui dictaient autrefois les prix. Mais cet acte discret déclenche un effet domino. Dans le village de Koudougou, une femme nommée Safiatou sert son premier reçu d'exportation officiel, murmurant que pour la première fois, ce qu'elle cultive ne lui sera pas repris à bas prix. C'est le premier bac, celui où l'organisation change silencieusement la vie quotidienne, et déjà un premier cliffhanger apparaît. Dans les jours qui suivent, des acheteurs venus du Mali et du Niger arrivent plus tôt que jamais, comme s'ils savaient que quelque chose vient de basculer. Le deuxième Shang s'impose alors lorsque les tensions externes se matérialisent. À Washington, des analystes notent la montée inattendue des importations d'ignames d'origine sahélienne et certaines chaînes de supermarchés communautaires signalent un intérêt croissant pour les cargaisons estampillées Burkina Faso. Dans les think tanks, on s'inquiète discrètement. Un produit longtemps considéré comme marginal devient soudain prévisible, structuré, presque stratégique. C'est là que se manifeste le premier grand Tsung Jot,
l'Europe répond par un durcissement des codes phytosanitaires, prétextant la stabilisation des circuits d'importation, tandis que certains distributeurs caribéens craignent de perdre une part du marché diaspora aux mains de producteurs africains enfin organisés. Sur le terrain, les routes du Sahel Corridor réduisent de 30% les pertes post-récolte, renforçant encore la dynamique. À Ouagadougou, un rapport de 42 pages circule discrètement dans le bureau présidentiel. Il détaille comment, en moins de 3 ans, le Burkina Faso pourrait devenir l'un des 3 premiers fournisseurs d'igname pour les communautés africaines aux États-Unis. Et c'est là que surgit le premier grand, Keao Trao, celui que les bulletins Burkina Faso News ne peuvent de plus ignorer. Dans les marchés de New York, une hausse de 11% des importations africaines en un seul trimestre déclenche un débat tendu dans un panel américain sur la sécurité alimentaire des diasporas. Les chiffres sont faibles en volume, mais immenses symboliquement. Un pays enclavé, autrefois ignoré, apparaît désormais dans les ports américains avec une régularité qui ressemble à une stratégie. La question se pose: est-ce un hasard ou une doctrine? À ce moment précis, une fuite interne amplifie encore la tension. Un document confidentiel, révélé par un conseiller trop bavard, expose une projection montrant qu'un corridor d'exportation harmonisé entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourrait réduire les dépendances africaines vis-à-vis de certains intermédiaires non africains et, en 5 ans, remodeler les circuits traditionnels. Ce document devient une étincelle. Dans les médias occidentaux, un analyste avertit que, si le Sahel s'organise, les règles du marché niche diaspora seront réécrites. C'est avec ce premier dossier sensible que Traoré franchit la fin du Champ 2, entrant dans une zone où aucune décision ne pourra plus être réversible. Lorsque le Burkina Faso entre dans la 3e phase de cette trajectoire, la pression atteint un niveau que peu d'observateurs imaginaient. C'est le moment où les résistances, autrefois diffuses, se matérialisent simultanément. L'Europe durcit encore ses codes d'importation. Les États-Unis publient une note interne évoquant un risque de perturbation des marchés communautaires et certains distributeurs traditionnels des Caraïbes engageant un lobbying discret pour freiner l'arrivée croissante des cargaisons estampillées Sahel. C'est la BAC 3, la zone de turbulence maximale. Sur le terrain, les choses ne sont pas plus simples. Les nouvelles routes du corridor sahélien, bien qu'efficaces, sont éprouvées par une demande inattendue. Les hubs de stockage saturent. Des villages doivent improviser des systèmes de rotation pour éviter les retards. Les tensions domestiques émergent aussi. Des associations craignent que l'augmentation des exportations ne crée une pression sur les prix locaux et demandent des garde-fous pour protéger les consommateurs les plus vulnérables. Traoré, au milieu de cette tempête, doit arbitrer, rassurer, maintenir la cohésion nationale tout en poursuivant l'objectif majeur. C'est à cet instant qu'apparaît le micro-hook. Un rapport technique du ministère de l'Agriculture révèle que si la croissance des exportations se poursuit sans régulation interne, une tension sur certaines zones rurales est possible. Ce document, transmis en urgence au palais présidentiel, intensifie la pression. Et pourtant, loin de reculer, Traoré décide d'accélérer. Car voici le BAC 4, le moment du choix historique, le CAO Traolon de l'histoire. Lors d'une réunion restreinte avec le Mali et le Niger, les 3 pays finalisent un plan qui semblait encore impensable 1 an plus tôt. Harmonisation complète des procédures douanières, réduction drastique des contrôles redondants, certification commune pour les produits agricoles du Sahel et mise en place d'un Sahel Export Belt, capable de rivaliser avec des circuits dominés depuis des décennies par des intermédiaires extérieurs. Les conséquences sont immédiates. À Bruxelles, un commissaire européen signale publiquement que ce corridor pourrait déstabiliser des accords préexistants. À Washington, un analyste déclare
Une coordination agricole sahélienne changerait le rapport d'influence dans certaines communautés américaines. Dans les marchés d'Atlanta et de Houston, les commerçants d'origine africaine accueillent l'initiative avec un enthousiasme palpable. Pour la première fois, ils peuvent sourcer leurs produits directement du continent sans passer par des routes détournées. Et pendant que les réactions se multiplient, une décision cruciale attend Traoré: officialiser publiquement le Sahel Export Belt ou continuer dans la discrétion stratégique. C'est le moment où l'histoire se resserre. Le pays peut soit assumer son rôle d'architecte d'un nouvel ordre agroéconomique régional, soit temporiser et laisser d'autres écrire le récit. Traoré, face à ses conseillers, sait déjà que ce choix sera inscrit dans les livres. Le tournant où le Burkina Faso n'a plus seulement levé la tête, mais levé tout un horizon. La réaction à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina Faso ne tarde pas à se déployer comme une onde de choc silencieuse. Dans les villes du sud, les marchés s'animent d'une énergie nouvelle. Des acheteurs venus du Mali, du Niger et même du Ghana arrivent plus tôt qu'avant, cherchant à sécuriser leurs commandes avant que les flux du Sahel Export Belt ne montent en puissance. Les prix se stabilisent, puis grimpent doucement, non pas par rareté, mais par confiance, un phénomène rare dans une région habituée à l'incertitude. Dans les villages, les jeunes qui rêvaient autrefois de partir commencent à envisager de rester. Les hangars abandonnés sont remis en service. Les fêtes traditionnelles de l'Igname reprennent, non plus comme rituel nostalgique, mais comme symbole d'un avenir possible. Sur le plan politique, les opposants habituels à Traoré perdent une partie de leur discours. Difficile de critiquer un projet qui ramène espoir, revenus et dignité. À l'international, les prises de position se durcissent. Un think tank américain publie une note affirmant que le Sahel pourrait remodeler la chaîne d'approvisionnement diaspora. Une chaîne européenne titre « La révolution discrète d'un tubercule africain ». Dans une épicerie d'Atlanta, un commerçant burkinabé enregistre une vidéo devenue virale où il montre, ému, sa première cargaison venue directement de sa terre natale. Le motif apparaît à nouveau. Ce n'est pas une simple exportation, c'est une reconnexion. Et derrière chaque réaction, une question émerge. Si un pays enclavé peut transformer un marché mondial, qu'est-ce que l'Afrique pourrait accomplir en agissant de manière coordonnée ? À l'échelle mondiale, la montée silencieuse de la stratégie agricole du Burkina Faso agit comme un révélateur des fissures d'un système commercial que l'Occident pensait immuable. Car si un simple tubercule peut modifier des routes d'importation, alors les équilibres plus larges ne sont peut-être plus aussi stables qu'on le croyait. La coordination du Sahel Export Belt démontre qu'un bloc africain uni peut contourner des circuits installés depuis des décennies, obligeant Washington et Bruxelles à réexaminer leurs priorités. Déjà, les analystes remarquent une hausse de 11% des importations d'ignames africaines en un trimestre, un signal faible mais décisif. Et derrière ce chiffre se trouve l'interrogation fondamentale. Assiste-t-on au début d'un nouvel ordre agroéconomique mondial ou seulement à la première secousse d'un basculement plus vaste encore ? Dans le calme qui suit cette longue traversée, le motif réapparaît une troisième fois. Ce n'est pas l'igname qui voyage, c'est l'idée d'une Afrique qui décide enfin de sa valeur. Et si cette histoire vous a touché, laissez une trace de ce que vous ressentez pour que ce récit devienne le nôtre à tous. Si vous pensez que cette trajectoire mérite d'être entendue, partagez-la à quelqu'un qui croit, lui aussi, que la dignité peut naître d'un champ. Et si vous souhaitez continuer à suivre ces chemins où l'économie rencontre la souveraineté, abonnez-vous, ainsi, lorsque la prochaine histoire commencera, vous serez parmi les premiers à entendre son battement.